Je disais donc, et je résume, par rapport à ce que je disais par rapport au cerveau, nous avons des émotions. Les émotions, c'est un peu notre météo intérieure. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Est-ce que vous avez déjà été en colère ici? C'est bon signe. La colère, c'est la santé. La colère, c'est comme l'électricité. Vous voyez, ça peut nous éclairer, mais si on s'amuse à mettre les doigts dans une prise, c'est en fait un voyant lumineux qui s'allume sur notre tableau de bord. Il y a quelque chose qui m'a touché. Que vais-je faire de ma colère? Qu'est-ce qu'elle va faire de moi? Comment je peux la transformer en quelque chose de positif? La colère, aussi légitime soit-elle, elle peut nous piéger, effectivement, et nous engager dans des impasses, dans des engrenages. On connaît mal, d'ailleurs, les mécanismes et la gestion de nos pulsions, de nos émotions, qui sont pourtant une force, bien sûr, en nous, qui peuvent devenir destructeurs. On connaît tous la phrase, hein, « c'était plus fort que moi ». Si vous saviez combien il y a de gens dans les prisons à cause de ça, c'était plus fort que moi. En 5 secondes, j'ai changé le destin de ma vie. 5 secondes, c'était plus fort que moi. Mon vase émotionnel était plein. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. J'étais comme une porte qui est sortie de ses gonds. Une porte qui sort de ses gonds, c'est plus une porte. Ça ouvre plus, ça ferme plus. Combien donc nos émotions peuvent fonctionner comme des mafias intérieures? Hein? La mafia intérieure, c'est physiologique. Hein? Le sang afflue dans les mains. Le cœur bat plus vite. La respiration, ça s'amplifie. Je hausse le ton, je parle avec plus d'énergie. Je sécrète de l'adrénaline pour préparer le corps à l'attaque. C'est comme ça qu'on fonctionne. Je précise d'ailleurs que les sciences du comportement, j'en parle de manière très simpliste, avec toute ma naïveté, mais les cerveaux-mécanismes, ces notions sommaires sur notre fonctionnement, ne nous sont enseignées nulle part. Alors que c'est aussi important que lire et compter. Dès que nous savez comment nous fonctionnons, on est un autre. Et je vous jure, quand vous dites ça à des lycéens et que vous leur prouvez avec des exemples concrets, on fait un peu des jeux, etc., ils comprennent très vite. Et là, vous êtes beaucoup plus conscients, quoi. Donc, nos jeunes, ils sont fascinés de découvrir justement ce fonctionnement, de comprendre le fonctionnement de notre ordinateur. Dès que je comprends et que je suis mieux équipé, je suis un autre. C'est ça qui s'inscrit dans les contenus, en particulier de la non-violence éducative. Hein. Et chacun a droit à ça. Alors, parmi les petits pas que nous avons effectués ces dernières années, et ce ne sont que des petits pas, hein, mais en 5 ans, par exemple, on a touché 22 000 juniors et adultes, initiés, sensibilisés, formés à la non-violence, en collaboration avec les IFMAN de France, qui font un travail incroyable depuis des années, Institut de formation au mouvement alternatif non-violent. Ils sont tous des formateurs en non-violence, car la non-violence, ça s'apprend. Je ne suis pas formateur en non-violence, mais il y a des formateurs, et ça transforme totalement. Donc, qui sont des partenaires privilégiés d'Oudomagne. On a, par exemple, formé une première brigade de formateurs en non-violence en Corse, qui aujourd'hui, quasiment, en tout cas pour une grande majorité, interviennent dans des écoles, dans des entreprises, etc. C'est devenu, pour certains, d'ailleurs, leur véritable travail. Avec les MAN de France, les mouvements alternatifs non-violents, Génération Médiateur, les formations en communication non-violente, qui sont précieux, les fondations Non-Violence 21. En Corse, le recteur de Corse, Michel Barra, a été en 2011 le premier recteur de France à inscrire dans sa lettre pédagogique à tous les établissements un appel en disant « Je vous demande, chef d'établissement, d'accueillir le plus bel accueil à ces formations de la non-violence ». Premier recteur en France, sur son courrier officiel. Il n'y en a pas eu un deuxième jusqu'à maintenant. Je vous le disais, personnellement, j'ai donné des dizaines de conférences. Je ressors d'ailleurs époustouflé à chaque fois par la pertinence et l'efficacité de la pensée non violente auprès de chacun, junior ou adulte. Il m'est arrivé de me retrouver dans des amphis avec 400 lycéens qui scandent non-violence pendant 3 minutes, devant les proviseurs et les professeurs totalement ébahis. Ça m'est arrivé à Antony et ailleurs. Au passage, je vous informe d'ailleurs que l'IUT de Saint-Denis, le 2 février prochain, sera le premier espace universitaire en France à proposer des modules de non-violence à tous ses étudiants. Il y a déjà près d'une centaine d'inscrits. Ce sera le premier espace universitaire, mais ce ne sera pas le dernier. Nous en sommes profondément convaincus. Dans le milieu du football, par exemple, l'efficacité de la non-violence, elle intéresse au plus haut point. La gestion des émotions, les conflits, c'était plus fort que moi. Les entraîneurs qui vous disent « Mais jamais on m'a appris ça, ça fait 25 ans que j'entraîne des jeunes. Jamais appris ça. »
On a fait un premier partenariat avec la Saint-Étienne depuis 2 ans et demi. Ils forment tous leurs cadres à la non-violence. Les jeunes, les 1200 jeunes qui reçoivent chaque année. On a commencé ça avec le Sporting de Bastia, avec Montpellier demain. On avait rendez-vous il y a un mois avec les plus hauts dirigeants de la Fédération française de football. Ils sont tout à fait intéressés par ce type de formation. Ils comprennent bien. Il est capital d'apprendre à gérer ses émotions. Le coup de tête de Zidane, ça se décrypte. Les incidents répétés sur les stades, etc. Bref, effectivement, tant que nous serons vivants, nous serons confrontés au conflit. Et la non-violence est justement là pour réhabiliter la notion de conflit. Le conflit fait partie de la vie. Nous en aurons dans nos familles, dans nos entreprises, dans la rue. La non-violence, elle nous invite justement à considérer que le conflit fait partie de la vie. Mais le conflit ne nous condamne pas à nous faire la guerre, à nous détruire. On peut réguler bon nombre de nos conflits, justement, de manière apaisée. C'est souvent, d'ailleurs, le conflit, une chance de progrès, une chance de justice. Bien sûr, un monde sans violence, c'est impossible. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas éduqués pour le conflit. Nous ne sommes pas éduqués pour le conflit. Soit nous le refoulons, nous le nions, nous l'évitons, soit nous cédons à la violence. Priorité, violence. Il faut se faire respecter, ne te laisse pas faire, frappe le premier. Donc face au conflit, nous faisons avec ce que nous avons. Ou bien ce que nous n'avons pas surtout. Dans les salles à manger, dans notre entreprise. Abraham Maslow, qui est un chercheur américain, il dit « Quand nous ne disposons que d'un marteau, la tentation, c'est de transformer tous les problèmes en clous. » C'est ce que nous faisons très souvent. Mais pourtant, tous nos problèmes ne sont pas des clous. Tous nos problèmes ne sont pas des clous. Même si, bien heureusement, très souvent, nous faisons tous de la non-violence sans le savoir. En non-violence éducative, on utilise beaucoup les concepts de Marshall Rosenberg, ce qu'on appelle la communication non-violente. Marshall Rosenberg est un spécialiste de la résolution de conflits. Il est décédé il y a 1 an et demi, je crois, un peu plus, ouais. Il a mis au point un outil, justement, qui s'attache au langage en tant que porteur de conflit. Il dit « ce sont nos mots qui provoquent le conflit ». Si vous changez le langage, la manière de vous parler, de nous parler, vous allez résoudre bien des conflits. Alors pour ça, il a imaginé 2 personnages, 2 marionnettes, vous savez, le chacal et la girafe. Le chacal, il hurle pour communiquer. La girafe, elle parle autrement, elle observe sans juger, elle exprime ses sentiments, c'est le langage du cœur, quoi. La girafe est le mammifère qui a le plus gros cœur au monde. Donc le chacal et la girafe. Le parler chacal, la pensée chacal. Parler chacal, c'est un langage qui juge, qui met des étiquettes, etc. etc. La girafe, langage du cœur. Hein. Si je dis ici, vous auriez pu m'amener un verre d'eau, non? C'est qui a organisé ce truc-là? Est-ce que vous croyez que je donne vraiment envie à quelqu'un de l'association de m'amener un verre d'eau? Si on me l'amène, ce sera pour une toute autre raison que compassionnelle, hein, en disant le pauvre. Par contre, si je dis, si vous saviez, comme je meurs de soif, là, vous ne pourriez pas m'amener un verre d'eau, parce que là, je suis plutôt girafe. Et forcément, je vais induire un comportement girafe. Si vous appliquez ça aux situations de tous les jours, vous allez faire des découvertes. Dans le monde chacal, c'est très simple. Quand je vais mal, c'est forcément de votre faute. C'est toi qui n'as pas fait comme il faut. Hein. J'avais un témoignage d'un professeur récemment, il me disait, je suis arrivé en classe un matin, il a dit, j'ai vu une des élèves, je ne sais pas, elle s'appelait Nathalie, il dit, mais Nathalie, tu es triste ce matin. Bah, monsieur, vous me demandez pourquoi je suis triste? Bah oui, je te demande pourquoi tu... Bah, vous avez vu la note que vous m'avez mise? Bah oui, Nathalie, je t'ai mis... Oui, alors? Mais t'as vu, t'as pas été absente pendant 2 cours, t'as pas travaillé... Oui, d'accord, mais je suis la seule à avoir eu 4. Ouais, mais t'as lu ton devoir? Bah oui, d'accord, monsieur, mais je suis la seule. Et 2 jours après, à la sortie du lycée, la maman de Nathalie attend le professeur en lui disant « Bonjour, monsieur le professeur, vous n'aimez pas ma fille, hein ?» « Comment j'aime pas votre fille ?»« Bah, vous avez vu les notes que vous lui mettez ?» Oui, là, sans le savoir, je viens de déclencher 2 conflits terribles. Parce que j'analyse mal la situation, je me dédouane de toute responsabilité, hein. Nathalie, c'est pas sa faute, et souvent j'utilise des mauvais mots, pointe, etc.
voyez comment ces outils peuvent être précieux dans nos réalités. Dès que je suis conscient de ça, ça amuse, je sais que ça amuse beaucoup ici dans les collèges quand vous parlez de ça. Il y a des formations pour cela. Je vous invite et je nous invite tous à repérer autour de nous les réseaux chacals et les réseaux girafes. Les médias chacals et les médias girafes. Et quand deux chacals se rencontrent, je ne vous dis pas ce que ça peut donner. Peut-être vous allez rebaptiser votre association Les Amis de la Girafe Diplomatique. Enfin, vous verrez, ça c'est votre affaire. Je voulais aussi vous apporter une très bonne nouvelle. Les neurosciences, qui ont fait d'énormes progrès ces dernières années, elles nous apportent aujourd'hui des informations fascinantes. C'est-à-dire de grandes vérités sur l'être humain. Et une réponse en particulier à ces préjugés tenaces. La violence, ce serait notre nature. C'est ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on enseigne partout. Ce serait inéluctable, agresser, c'est notre nature, serait notre nature. Eh bien non. Notre nature, elle est tout autre. Tous les grands universitaires européens, français, l'Université de Californie, des gens comme Joachim Bauer, qui est un neuroscientifique allemand, qui a écrit un merveilleux livre qui n'est pas encore traduit en français, mais qui s'appelle « Douleur limite ». Et j'en parlerai. Ils nous disent quoi? Ils nous disent notre nature, elle est coopérative. Notre nature, elle est compassionnelle. La coopération, c'est notre équipement biologique de base. Nous avons un social brain, nous avons un cerveau social. Nous avons un egalitarian brain, nous avons un cerveau égalitaire. Et nous avons une aversion à l'inégalité, à l'injustice. Nous avons une aversion instinctive à l'inégalité, à l'injustice. C'est-à-dire que dans notre équipement neurobiologique de base, nous avons besoin de coopérer, nous avons besoin d'aider, nous avons besoin de partager, de lutter contre l'inégalité. Nous avons besoin de faire l'égalité. C'est le programme qui va bien avec notre disque dur. Nous sommes tous équipés de ça. Le désir d'équité est chez l'être humain un besoin fondamental. C'est la raison pour laquelle que même si nous sommes, nous, du côté du monde où ça va mieux, je dirais, on n'est pas heureux parce qu'on voit bien l'injustice autour de nous. Et que notre équipement biologique de base, il est bien conscient de ça. L'injustice nous fait souffrir. Donc l'équipement, le comportement coopératif, il est dans notre disque dur. C'est bien pour ça que quand vous parlez de non-violence à des juniors ou des adultes, vous faites briller les yeux. Parce que nos vrais besoins, c'est de savoir que j'ai un bout de pain et un verre d'eau, mais c'est de savoir que tout le monde a droit à un bout de pain et un verre d'eau. C'est ça notre équipement biologique de base. J'ai besoin du verre d'eau et du bout de pain, mais tout le monde en a besoin. C'est bien ça, notre équipement biologique de base. Les neurosciences, elles nous parlent de l'exclusion. On sait tous ici que le besoin d'appartenance est un besoin fondamental pour l'être humain. C'est un besoin fondamental. Appartenir à un groupe, à une famille, à une société, à une communauté. Psychologiquement, on sait bien aujourd'hui que trop de gens vivent dans des bidonvilles moraux, des bidonvilles de peur, de méfiance, d'irrespect, d'exclusion. J'ai pas ma place. J'ai pas ma place. On n'est pas reconnu. Combien de juniors vous disent ça? Le fait d'être donc rejeté, d'être refusé de cette appartenance, est une souffrance plus dure que la souffrance psychique. L'exclusion sociale, économique ou culturelle porte atteinte à notre intégrité physique. C'est ce que disent les neurosciences. C'est-à-dire que l'exclusion est perçue par le cerveau comme une menace mortelle. Quand je me sens exclu, je suis en menace de mort. C'est un signal d'alarme de la même intensité. C'est ce que Joachim Bauer appelle la douleur limite. Je suis en douleur limite, c'est-à-dire aux frontières de ce qui est supportable. Si vous entendez ça et que vous essayez de réfléchir aux derniers événements que nous avons traversés, vous allez voir que la grille de lecture, elle peut changer. Douleur limite. D'où vient toute cette souffrance dans la société d'aujourd'hui? Imaginez combien il y a d'êtres humains qui sont exclus, humiliés, ignorés, blessés, inutiles, et qui finissent par ne connaître que la puissance de l'impuissance. Et qui vivent dans la douleur limite, c'est-à-dire coupés de l'appartenance. Quand je perds l'appartenance, ça fait plus mal que les coups. Un ongle qu'on arrache, ça fait très mal. Quand je perds l'appartenance, c'est de la même intensité. En tout cas, c'est ainsi que mon cerveau le perçoit. Parce que ce besoin d'appartenance, il est génétique. Ne pas être voulu, c'est plus dur qu'une persécution. C'est plus grave qu'une atteinte physique.
Sans appartenance, donc, menace mortelle. La violence, donc, elle ne serait pas fatale, génétique. Elle est plutôt une aliénation. Thomas d'Ansembourg, il dit la violence n'est pas notre nature. Elle est une violation de notre nature. C'est-à-dire un désespoir du système, un engrenage. Je disais, prétendre alors éteindre le feu avec le feu. La science confirme donc la non-violence. Et voilà pourquoi nous en avons tous soif. Et pourquoi, de plus en plus, en France y compris, elle vient sur la place publique. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ce à quoi nous allons contribuer demain. La mettre sur la place publique. Voilà pourquoi nous cherchons tous à sortir de cet enfermement. On nous enferme, hein, violence ou passivité. Et voilà pourquoi d'instinct nous cherchons tous cette boussole. Faute de la trouver, bien sûr, on se raccrochera à ce qu'on peut, à la violence, je disais, mais à d'autres, hein, drogue, expédients. Il y en a qui se rapprochent de la religion, car dans la religion, il y a une place pour chacun. C'est la seule appartenance dans laquelle on ne vous demande pas, hein, sauf qu'on peut elle aussi la dénaturer, l'aliéner, et laisser la violence se mêler à ce scénario. Je disais tout à l'heure, on n'est pas équipé pour le conflit. On est dans le manque d'appartenance. On est dans des bidonvilles de peur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous allez voir que autour de nous, il y a des gens qui peuvent être en douleur limite pour un rien. Juste un regard, qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes? Et là, ça part. À Marseille, récemment, un jeune lycéen a tué un camarade pour une histoire de casier. Je suis en douleur limite pour un rien. Je n'ai même pas de raison à donner. Je n'ai même pas de raison à donner, il n'y a pas de motif, j'ai aucune maîtrise de mes émotions. Et aujourd'hui, ce jeune-là, et les deux familles, il doit être un peu comme un petit bateau dans une tempête, vous savez, qui ne sait plus où il va, quoi. C'est ça qui se passe. Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que tu veux? Et ça éclate. Petit clic, grand choc. Au moindre déclencheur, ça part. On est de plus en plus dans cette société-là. Et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi on est tellement sous tension. Hein. Lui-même ne le comprend pas. Et là, il y a besoin de semer, mes amis. Et là, vous désamorcez, mes amis. Et c'est ça qui les fait applaudir, cette boussole de la non-violence. La non-violence, elle est particulièrement interrogée après les événements que nous avons vécus l'an dernier, en particulier en 2015 en France. 2 semaines après les événements de Charlie Hebdo, j'allais intervenir dans un lycée de la région parisienne. Je me suis dit, mais à quelle question moi je vais être confronté, quoi. J'avais bien entendu, comme vous tous, Charlie, je suis Charlie, mais j'avais entendu aussi, Charlie, c'est bien fait pour eux. Ils l'ont mérité, ils l'ont cherché. Je me suis dit, mais moi, si je suis confronté à cette question-là, qu'est-ce que je dis? Je peux faire mon chacal, tout simplement, et dire, bon, espèce de petit con, tu dégages, tu sors, je ne veux plus te voir. Effectivement. Qu'est-ce que je peux dire? Et puis, comment la non-violence, elle peut m'aider à ça? Ça m'a travaillé, et ça m'a poussé, bien sûr, à sortir, à essayer de dire comment on sort de ce piège-là, quoi. S'il le dit, c'est qu'il y a blessure. Si ça s'exprime, c'est qu'il y a blessure. Donc, comme ils ont blessure, blessure contre blessure. J'ai mal, je fais mal, forcément. Hein. Œil pour œil. Et figurez-vous que, oui, c'est bien fait pour eux. Donc, ce jour-là, dans un lycée, je me suis retrouvé avec 150 lycéens. Et puis, à un moment donné, la question est sortie. Il y avait un petit groupe qui faisait assez consensus. Et un élève qui a levé le doigt. Et moi, Jean-François, Charlie, c'est bien fait pour eux. Ils l'ont bien mérité. D'ailleurs, s'il y a une minute de silence, je ne la ferai pas, avec le consentement de quelques camarades et en précisant, je suis musulman. Je l'ai donc écouté, bien évidemment. C'était une manière aussi de me provoquer, quoi, de me mettre à l'épreuve devant les professeurs qui étaient là, comment répondre à ça. Et j'ai commencé d'abord en le remerciant, en disant d'abord, je te remercie de ta sincérité, de ce que tu exprimes, parce que je sais très bien que tu n'es pas un comédien, et que si tu le dis, c'est qu'il y a au fond de toi une souffrance, de la douleur. D'ailleurs, je comprends très bien que tu puisses te sentir blessé par une caricature que tu n'aimes pas. Ou, tu vois, je ne suis pas musulman, mais je comprends très bien cela. Et si je l'étais, je comprends aussi que moi aussi, je peux trouver que les caricatures de Charlie ne sont pas forcément toutes et toujours talentueuses. Je dis, mais par contre, entre quelqu'un qui utilise un stylo et quelqu'un qui utilise une Kalachnikov, tu vois bien la différence, non? Bah oui, mais c'est bien fait pour eux, ils l'ont cherché. Ok, bien fait pour eux, donc ça veut dire qu'on est déjà dans la séparation. J'ai dit, maintenant, je voudrais te poser une question. J'ai dit, imagine que parmi les personnes qui ont perdu la vie les 7, 8 et 9 janvier,
20 personnes, je dis bien, 17 victimes innocentes et 3 tireurs qui ont fini eux aussi par perdre la vie. Et imagine que parmi les 20 personnes, il y ait tu la personne que tu aimes le plus au monde. Tu aurais préféré qu'elle soit dans le rôle du tueur ou de la victime innocente? Ah. Là, vous voyez, en non-violence, on appelle ça un pas de côté. C'était plus noir ou blanc, A ou B. On déplaçait un peu le regard. Elle me dit, vous pouvez répéter la question? Je répète, tu aurais préféré que ton frère soit dans le rôle de la victime innocente ou dans le rôle de celui qui a tué et qui a fini par mourir? Eh bien, je peux vous dire qu'au bout de 5 minutes de dialogue avec cette salle, nous étions tous d'accord. Ne pas tuer, c'est beaucoup plus digne. Ne pas être le tueur, c'est beaucoup plus honorable. Le meurtre n'est pas négociable. Ôter la vie à l'autre, c'est l'échec le plus terrible pour l'être humain. Devenir meurtrier, c'est la plus grande défaite. En Corse, j'ai entendu dire dans mon village, « Meglio morire che tomba ». Mieux vaut mourir que tuer. Mieux vaut mourir que tuer. La vie, c'est sacré. Justement, nous voulons sortir de ce dilemme-là. Ni victime, ni bourreau, quoi. On ne veut pas vivre dans une société où il n'y a que victime ou bourreau. On a droit à autre chose, il y a beaucoup mieux à faire. Je vous invite à, si vous ne le connaissez pas, à découvrir ce merveilleux livre de Marie Balmary qui s'appelle « La divine origine » et dans lequel elle parle donc de ce concept-là de meurtre. Elle dit « Pour les tueurs comme pour les tués, le meurtre est mortel. » Psychiquement, plus mortel pour celui qui tue que pour celui qui est tué. Si tu tues mon corps, tu tues ton âme. Si tu tues mon corps, tu tues ton âme. Mais qui a jamais pris l'initiative du meurtre sans avoir été au préalable psychiquement assassiné? Marie Balmary. D'ailleurs, ce jour-là, à la fin de cette discussion, de cet échange avec cette salle, il y avait un élève, je croyais qu'il dormait près du chauffage. Il a levé le doigt, il a dit « Moi, Jean-François, je suis musulman. Mais si mon frère y tue quelqu'un, c'est plus mon frère. » Spontanément. Il vient de dire avec ces mots ce que Marie Balmary a dit. La vie, c'est sacré. Tu as droit à toutes les émotions, tu n'as pas droit à tous les comportements. Je peux vous dire que ça a mis une paix dans le groupe incroyable. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte. Équipement de vie ou équipement de mort? Si vous laissez ça en jachère, là, c'est bien fait pour eux. Ça devient quoi? Est-ce que quelqu'un leur apprend que la vie, c'est sacré? Qui, à ces jeunes qui prennent des kalachnikovs, leur apprend à 13 ans que la vie, c'est sacré? Qui leur a dit que le meurtre, ça n'est pas négociable? Est-ce que quelqu'un leur apprend ça? Pas sûr. C'est là où je me suis rendu compte. Équipement de vie ou équipement de mort. Et combien ça pouvait être libérateur et porteur de paix. Alors, miser sur la non-violence éducative, ça pourrait être un peu le I Have a Dream de 2017. Hein. En tout cas, nous sommes quelques-uns et de plus en plus nombreux à y croire. Et tout ce message, mes amis, ne serait rien si ça n'était pas traduit en des milliers d'heures de formation. La Corse est aujourd'hui la première région de France pour le nombre de formations à la non-violence. Ça représente des centaines, des milliers d'heures de formation. Une soif qui s'exprime tous les jours. À la Fondation Humann, nous recevons une demande par jour de conférence. Dans tous les lycées de France, de Suisse, de Belgique. Une demande par jour. Vous voyez, à la fin d'un moment de non-violence éducative, vous avez des enfants de 11 ans qui peuvent faire ça. Ceci n'est pas une religion. Dans un petit collège de Corse, mais je pourrais vous montrer près de 18 000 témoignages écrits, des paroles qui sont des paroles de Corse et de non-Corse, parce qu'à chaque fois qu'on fait une formation, une initiation, on fait remplir des feuilles d'écho, oui. J'ai aimé, j'ai pas aimé, etc. Si vous lisez ça, je vous jure, ça vous donne un espoir incroyable. Hein. Chacun se sent reconnecté avec sa véritable nature. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ça s'apprend, il y a des gens formés pour ça, il y a des gens qui le font. Donc, la non-violence, ce n'est pas apprendre à rester sage au fond de la classe. La non-violence, ça nous apprend à être debout. Yazid Kerfi, qui est dans son association Médiation Nomade, il dit c'est un ancien délinquant qui aujourd'hui va dans les quartiers et à minuit, quand tout est fermé, lui, il ouvre son petit camion, il fait le thé, il met de la musique et il parle aux jeunes qui viennent. Travail extraordinaire, vous devriez l'inviter dans le cadre de votre association. Et il dit la colère, c'est mon carburant, la non-violence, c'est mon moteur.
Et je peux vous dire qu'il désamorce bien des choses. Donc, vous l'aurez bien compris, pour nous, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes au travail. Et le chantier, il est immense. Le chantier, il est immense, mais il est exaltant aussi. Et l'urgence, elle est face à nous. La violence, elle est organisée. Elle est omniprésente. La violence est un marché. La violence est un marché. Et nous préférons la loi du marché, le verbe infinitif. Marcher, oui. Marcher avec cet équipement-là, avec cette boussole-là. La non-violence, elle n'est pas encore organisée. À nous de choisir. C'est un enjeu éducationnel majeur par les temps qui courent. C'est un enjeu politique majeur. C'est un enjeu aussi pour la médiasphère, qui nous abreuve, je le disais, de héros négatifs en permanence. C'est un enjeu négatif, c'est un enjeu majeur. Et si là, justement, la non-violence éducative, elle peut être l'outil pour, entre guillemets, un nouveau siècle des Lumières, éclairons-nous, mes amis. Reconnectons-nous avec notre équipement de base. Et pour conclure, en vous remerciant de m'avoir écouté, je dis qu'à mon niveau, je ne suis qu'un petit électricien. J'essaie de reconnecter les gens avec leur vraie nature. Et dire, mais t'es pas ça, hein. Tu crois être comme ça? T'es pas du tout ça. Hein. Rebranche-toi avec ce que tu es vraiment. Hein. Tu vas être beaucoup plus heureux, beaucoup plus debout, et puis beaucoup plus... T'es en colère, c'est super. Bravo, alors on est pareil, hein, tous les deux. Hein. Moi aussi, je suis très en colère. Qu'est-ce que tu vas en faire? Mais ça ouvre des portes incroyables. Incroyables. Donc il y a une urgence. Je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, ce sont des recteurs qui viennent à ces conférences. À Marseille récemment, des CPE, 100 CPE de la région de Nice qui étaient là, etc. Et qui ont compris que là, il y avait véritablement face au défi, l'école étant le dernier rempart. L'école, c'est encore le lieu où il y a de la présence. Où il y a une présence humaine. Plus il y aura d'écrans dans ce monde, plus nous aurons besoin de moments comme cela. Parce que l'être humain, c'est un être qui est fait pour le lien, pour la rencontre. On est fait pour nous toucher, pour nous regarder, pour nous écouter, pour partager. Et rien ne vaut ça, hein, ce que nous faisons là. Donc voilà, il y a un chantier face à nous qui est incroyable. Et modestement, avec cette logique des petits pas, nous, on est avec tous les autres, tous ces frères que j'ai nommés là, à travers la France et à travers l'Europe, les justes avec les justes. C'est bien ça le combat d'aujourd'hui. Les justes avec les justes. Et cet outil de la non-violence, il peut nous ouvrir des horizons incroyables qui nous enthousiasment et qui font briller les yeux. Je vous remercie de m'avoir écouté.